crois que les États de l'AES veulent finalement une CEDEAO à la carte, en choisissant les aspects qui les intéressent, tout en se débarrassant des contraintes politiques. Quand je parle de démocratie, je ne parle pas nécessairement d'élection. La démocratie peut se matérialiser sous d'autres formes. La CEDEAO s'est retrouvée à se réorienter de son objectif principal, sans s'attaquer fondamentalement au fond des problèmes que connaissaient en tout cas nos pays, qui étaient le problème sécuritaire. Lorsque votre maison brûle, pour éteindre le feu, vous n'avez pas besoin de savoir si l'eau est propre ou pas, pourvu qu'elle soit éteinte, le feu soit éteint. Donc c'est ça la perception des populations. Tout ce qu'ils veulent, c'est la stabilité, c'est la sécurité. Peu importe qu'elle vienne de la Russie, de l'Ukraine, de France, peu importe. Au Burkina, aujourd'hui, le statut de la chefferie est en train d'être organisé pour essayer de les reconnaître, les intégrer dans un système institutionnel et de faire en sorte que en fait, ce soient des acteurs, des alliés auprès de nos gouvernements. Il faut toujours juger. Parce que si la population reste tranquillement en se disant ça va bien se passer et ne prend pas garde à ce qui se passe, les militaires vont peut-être ne pas être à la hauteur. Le risque d'enlisement militaire, dans le sens où est-ce qu'il pourrait y avoir encore un coup d'État, la question peut être posée. Si on prend les choses de façon factuelle, les dirigeants de l'AES, eux, sont dans une refondation de l'État. Pour refonder l'État, il faut du temps. Donc je pense qu'il faut laisser un certain temps. Je crois que la survie de l'AES tient à deux niveaux. Bonjour à tous les trois et merci beaucoup d'être avec nous sur OLIAB pour ce moment d'échange. Aujourd'hui, on va parler de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Cette confédération fondée en septembre 2023 qui réunit le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc depuis 2020, ces pays ont connu des coups d'État successifs. Ils sont dirigés par des régimes militaires et ils affichent une volonté réelle de rompre avec l'ordre régional établi. Toutefois, derrière cette alliance politique se trouve une réalité vraiment brutale, une insécurité persistante, des millions de déplacés internes et externes, des populations épuisées par les violences et des transitions qui s'éternisent. Aujourd'hui, on va s'interroger sur cette alliance, ce qu'elle représente vraiment et les enjeux majeurs qui l'entourent. Donc on tentera de répondre à ces questions tous ensemble et à bien d'autres. Par contre, je tiens à préciser qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, que ceci est un débat entre des personnes intéressées sur le sujet, les sujets ouest-africains et notamment en lien avec le Sahel, mais c'est surtout pas un débat d'experts. Donc on va échanger entre nous et c'est un échange, non pas vraiment un débat d'opposition. Donc merci encore d'être là aujourd'hui avec nous chez OLIAB. Donc tous les trois, je vous demanderai de vous présenter votre parcours, votre lien si personnel avec le Sahel. Ok, très bien. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci à OLIAB pour ce temps de sens, comme vous l'avez bien dit. Mon nom c'est Brahima Sidibé, je prépare une thèse de doctorat en analyse du discours politique précisément à l'université de Cergy. Et mon sujet de thèse, c'est instabilité politique au Mali, quelle analyse linguistique des discours politiques entre 2012 et 2022, ce qui couvre une bonne partie des échanges que nous aurons aujourd'hui. Et donc, je viens du Mali, donc j'ai un lien direct avec le Sahel. Merci beaucoup. Stéphane? Alors, bonjour à tous. Moi c'est Stéphane. On m'appelle aussi Siafro, parce que je suis auteur de 2 recueils de poésie engagés. Le premier, Siafro, la connaissance panafricaine. Le deuxième, Histoire et débat sur le monde afro, où j'aborde des questions d'actualité, notamment les coups d'État au Sahel, mais aussi l'histoire qui n'est pas enseignée à l'école. Parce que pour ma part, j'ai grandi en France, donc à l'école française, et je suis d'origine martiniquaise. Donc je n'ai pas de lien direct avec les pays de l'AES, mais c'est surtout par rapport au fait que nous sommes, même en tant que Martiniquais, des anciennes colonies. Et donc je me suis toujours intéressé à l'histoire des anciennes colonies, à l'actualité de ces anciennes colonies et des rapports vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. Et à côté de ça, je suis étudiant en droit, tout simplement. Merci beaucoup Stéphane. Cheikh? Pour le coup, moi je suis Cheikh Sankaré, je suis burkinabé, donc un lien direct avec le Sahel aussi. J'ai grandi là-bas, j'ai tout fait, une grande partie en tout cas de mes études là-bas, d'abord en droit. Donc, je suis juriste à la base. Ensuite, j'ai fait un master en relations internationales ici en France. Et puis, depuis un moment, je travaille. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation d'ensemble.
Moi, c'est Gak Aboubakar et le décor de notre échange est déjà posé par Assetou. Sans plus tarder, pour entrer dans le vif du sujet, je propose qu'on commence par une rétrospective sur les événements récents qui ont secoué la région. Tout d'abord, comment comprenez-vous cette succession du coup d'État dans la région sahélienne? Qu'est-ce que cela dit selon vous des régimes civils précédents et du rapport entre les citoyens et l'État? Et une deuxième question dans la continuité. Ces prises de pouvoir par la force dans des contextes de crise sécuritaire ou des contestations populaires peuvent-elles considérées comme légitimes? Oui, alors, revenons sur la genèse de l'Alliance des États du Sahel. On sait que c'est une alliance qui a été créée le 16 septembre 2023 à Bamako, au Mali. Mais de mon point de vue, l'acte de naissance de l'AIS date plutôt du 31 juillet 2023. Et je m'explique. Parce que vous savez, le 26 juillet 2023, il y a eu le coup d'État au Niger. Et l'organisation de l'Ouest africaine, donc la CEDEAO, avait menacé d'intervenir militairement dans ce pays. Et à l'époque, le Burkina et le Mali ont produit un communiqué conjoint dans lequel il était clairement indiqué que toute attaque contre le Niger est considérée comme une attaque contre les deux autres pays et par conséquent engagerait des militaires de ce pays. Donc de mon point de vue, je pense que c'est à partir de là qu'il y a eu l'acte de naissance de l'AIS. Donc le 31 juillet, quelques mois, un mois avant ou 2 mois avant le 16 septembre 2023. On est parti de là et on a compris que ces trois pays avaient en ce moment-là des points de convergence, c'est-à-dire trois pays qui ont connu des coups d'État, qui sont sous la menace terroriste, qui sont sous pression de la communauté internationale et principalement de la CEDEAO. Et à partir de là, je pense qu'ils avaient tout intérêt à conjuguer leurs efforts. Et d'ailleurs, j'avais écrit un article à l'époque où je disais, est-ce que l'AIS, c'est une alliance des circonstances ou des convictions? Des circonstances parce que compte tenu du contexte, ou des convictions, je pense qu'on va y revenir au cours du débat. Donc l'AIS est venu comme ça et par la suite, on a compris qu'il y avait quand même une certaine volonté politique d'acheminer ensemble. Parce que finalement, les destins des trois chefs d'État étaient liés les uns aux autres. Et donc, à partir de là, l'AIS a été créé donc, officiellement, comme je disais, le 7 septembre. Et il y a aussi un article qui a retenu notre attention, en tout cas personnellement, c'est l'article 6 de l'AIS qui indique clairement, et d'ailleurs qui reprend à peu près le contenu du communiqué dont je parlais tantôt, ce qui indique qu'une attaque contre un pays membre de l'AIS est considérée comme une attaque contre tous les autres pays. Et cela n'est pas sans rappeler l'article 5 de l'OTAN qui est connu de tous. Donc voilà, je pense que c'était un peu dans ce cadre-là. Bon, maintenant, la deuxième partie de la question, est-ce que ces prises de pouvoir étaient justifiées? En partie, oui. En partie, oui, parce que vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que ce sont des pays qui sont confrontés à des menaces terroristes, où on avait des forces étrangères qui étaient venues intervenir, notamment au Mali depuis janvier 2013. Mais malgré ces forces étrangères, donc de Serval puis de Barkhane, ensuite de l'amunissement, l'insécurité persistait toujours. Et donc, il était apparu que ce sont des forces qui n'avaient pas forcément la capacité de lutter contre, et d'où peut-être une certaine sympathie aussi de la population qu'on pouvait observer au sein de ces différents pays, qui a été justifiée par le coup d'État. Mais est-ce que cela suffit? Je pense qu'on va revenir dans le cours du débat. Merci, Stéphane. Déjà, la réponse était très complète et je suis globalement d'accord avec ce qui a été dit. Est-ce que le coup d'État a été justifié? Pour ma part, oui. Parce que je pense que, comme on dit au grand mot, les grands remèdes, comme ça a été dit, problème de terrorisme, qui, selon moi, en tout cas, n'était pas pris assez au sérieux par les dirigeants qui étaient en place à ce moment-là. Et donc, je pense que pour remédier à ce problème, il fallait prendre le problème à bras le corps, tout simplement. Moi, je suis tout à fait en phase avec ce qu'il vient de dire. Et je prends l'exemple du Burkina Faso, par exemple, dans le contexte où, en fait, on assiste à une situation qui était délétère depuis 2014. Parce en vrai, les attaques djihadistes, les premières attaques djihadistes au Burkina commençaient autour de 2015. Donc, ça fait une dizaine d'années aujourd'hui qu'on est dans la situation et que ça perdure. On a connu ensuite, avant cela, 2014, la période 2014-2015, en fait, une espèce
de putsch, coup d'État, où on a évincé Blaise Compaoré. Ensuite, il y a eu une transition qui est venue entre 2014 et 2015. Et à partir du nouveau régime qui est venu en place, le régime du président Roch Christian Kaboré, on a assisté en fait aux prémices de ce qui allait être aujourd'hui une situation délétère en fait qu'on connaissait et ce qui était le Burkina Faso, de ce qui est en tout cas le terrorisme aujourd'hui. Et donc oui, effectivement, cette situation ne pouvait pas durer. Et il y a eu, durant la mandature de ce président-là, des actions dans ce sens, mais qui malheureusement en fait n'étaient pas à la hauteur du contexte et qui a sans doute justifié en fait à quelque part en fait ce qu'on a connu du coup d'État qui en a suivi au Burkina Faso en 2022, si je ne me trompe pas. Donc, ouais. Actuellement, donc aujourd'hui, quelle est la situation politique, sociale et sécuritaire dans ces trois pays? Au vu des causes comme menées au coup d'État, aujourd'hui, est-ce que les choses vont mieux? C'est une question assez complexe. De dire oui ou non si les choses vont mieux ou pas, c'est une question assez complexe. D'autant plus il y a une question de légitimité aussi de ce qui me concerne, en tout cas, de ma prise de parole. Parce que effectivement, on est distancié de ce qui se passe là-bas, en tout cas pour ce qui me concerne. Et donc, de ce fait, on n'est pas au fait des réalités. Mais de ce qu'on peut percevoir, en tout cas, des réseaux sociaux, il y a deux pendants. Le premier qui nous dit en fait que tout va bien, hein, parce que clairement on n'entend plus parler, pour le cas du Burkina Faso par exemple, on n'entend plus parler d'attaques, en tout cas pour ce qui me concerne. On entend de moins en moins parler de cette situation délétère qui existait au moment où on avait le président Roch Christian Kaboré, où en fait les sujets étaient plus ou moins ouverts et qu'on avait la possibilité d'avoir de l'information. Donc à quelque part, on peut dire, en se basant sur ça, que tout va bien dans le fond des choses, enfin dans la forme des choses, mais dans le fond, la question reste posée parce que pas plus tard que hier, il y a eu des attaques au Burkina. Et donc, cela veut tout dire de la situation. En tout cas, sur le volet sécuritaire, il y a de gros enjeux en ce moment, en tout cas, pour ce qui concerne le Burkina Faso. D'accord, donc est-ce que vous voulez dire en fait qu'il y a deux versions qui sont du coup diamétralement opposées? Parce qu'au début, vous disiez qu'on n'entend plus parler d'attaques, et donc j'allais rebondir sur ça, puisque quand même, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a toujours des attaques, et d'ailleurs, une grande partie du territoire est toujours en fait sous contrôle des djihadistes. Mais donc, vous avez ensuite dit qu'il y a donc une seconde version selon laquelle, pas plus tard qu'hier, il y a eu des attaques. Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas une vision claire sur le sujet, n'étant au regard des informations diverses qui nous reviennent, Alors, c'est en ça? fait, c'est ça le problème, justement, et c'est là que je veux toucher du doigt, en fait, le sujet, c'est qu'à un moment donné, en fait, il faut sortir, en fait, de ce contexte-là de communication massive, de donner, en fait, la version des choses, comment est-ce que les choses se passent, c'est quoi la réalité, parce que malheureusement, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, étant distancé de cette situation, c'est pas évident. Et on aura beau en fait voir ce qui se passe, lire dans les médias ce qui se passe, mais dans le fond, la réalité, elle est tout autre. Et bien sûr, je pense qu'on en arrivera de ce qui se passe aussi sur le volet, sur le carcan réel, donc sur le territoire réel, et des remontées de terrain, on pourra en arriver et on pourra en discuter. Parfait, merci beaucoup. Alors, Stéphane, allez-y. alors, pour ma part, bon, je suis encore plus distancié. Je comprends tout à fait. Parce que moi, je n'ai même pas de famille là-bas. Donc, je peux m'informer qu'à travers les réseaux sociaux. Donc, il faut toujours avoir un regard assez distancié, pour le coup, un regard critique. Mais globalement, je pense qu'il faut dire quand même que, comme ça a été dit d'ailleurs, le terrorisme, il y a eu vraiment la naissance du terrorisme là-bas depuis plus de 10 ans, environ. Les coups d'État ont eu lieu, globalement, 2-3 ans. C'est ça. Un peu même plus dans le cas du Mali, on est à plus de 10 Bientôt ans. 5 ans. Bientôt 5 ans. Ouais. Enfin, si on se réfère à 2020. Ah, par rapport au coup d'État. Oui, c'est Ok. par rapport au coup d'État. 10 ans, c'est par rapport au terrorisme. C'est ça. Les militaires qui ont fait le coup d'État, eux, en tout cas, ils se sont engagés pour refonder un État. En tout cas, ce sont leurs propos, pour refonder l'État. Et je pense que pour refonder un État, ça prend du temps, que ce soit sur le plan économique, sécuritaire, etc. Donc, qui dit terrorisme
aujourd'hui, je pense que oui, il y en a, même si forcément au niveau communication, on va dire que tout va bien. Il y en a. Mais je pense qu'il faut attendre encore quelques années pour voir les effets concrets, réels de ces coups d'État. Donc c'est trop tôt pour les juger, c'est ça? C'est trop tôt pour... Il faut toujours juger. Parce que si la population reste tranquillement en se disant ça va bien se passer et ne prend pas garde à ce qui se passe, les militaires vont peut-être ne pas être à la hauteur. Donc il faut toujours juger, mais il faut savoir que le processus dans lequel ils se sont lancés est long. Et donc, il faut s'attendre à des résultats sur le long terme aussi, tout simplement. Alors, moi, je vais répondre peut-être en répondant à la question sur 3 volets. Le premier, c'est que effectivement, sur le plan sécuritaire, la perception de la sécurité s'est un peu améliorée. Je dis bien la perception, et je m'explique. Parce que vous savez, avant, on assistait à des attaques massives des villages entiers, des camps militaires. Je prends l'exemple de Ogosagou au Mali, de Indelimane, etc. Donc, ça, ce sont ces genres d'attaques qui ont quasiment cessé. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des attaques effectivement sporadiques de part et d'autre, mais rarement des attaques de grande envergure de cette nature-là. Et donc, cela fait qu'effectivement, au niveau de la perception sur l'insécurité, ça s'est un peu amélioré. Et surtout au Mali, il y a quand même un symbole qui donne du crédit à la transition, c'est la reprise de la ville de Kidal en novembre 2023. Parce que vous savez, cette ville était hors contrôle de l'État depuis 2012, donc 11 ans pratiquement. Donc le fait d'avoir repris la ville de Kidal, forcément, c'est un symbole, et donc c'était le symbole de la faillite de l'État. Et le fait d'avoir repris, justement, a donné du crédit. Sur le plan diplomatique, je pense que c'est là où il y a beaucoup plus d'amélioration de mon point de vue. Et c'est parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, si on parle de ces États sur votre chaîne, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que ce sont des pays quand même qui ont réussi à imposer dans l'agenda international le débat public, tout simplement. Et surtout aussi que par rapport à la souveraineté, il y a des décisions qui ont été prises dont on ne pensait pas forcément possible dans ces précarés français, entre guillemets, quoi, qu'on nommait. C'est-à-dire que le fait d'avoir demandé à la MINUSMA de quitter au Mali, donc la force des Nations Unies, quand on sait que dans certains pays, ce sont des forces qui restent depuis 20-30 ans, je prends le cas du MONUSCO au Congo, etc., d'avoir demandé aussi à l'ambassadeur de France de quitter. Et surtout aujourd'hui au Mali, on a ce qu'on appelle les triptyques, c'est-à-dire les 3 principes qui guident désormais l'action publique, qui font que tout État qui ne respecte pas ces principes-là, eh bien, il n'y a pas de coopération possible. Et surtout, la possibilité aussi de coopérer avec l'ensemble des pays qui respectent, c'est-à-dire le respect de la souveraineté, le respect des choix stratégiques et la prise en compte de l'intérêt du peuple malien. Donc, ces 3 éléments sont les triptyques que vous Ce avez mentionnés, sont les triptyques de la diplomatie malienne aujourd'hui qui ont même été érigés à une sorte de théorie, finalement. Donc, tout pays souhaitant collaborer avec le Mali doit adhérer à ces triptyques. À ces triptyques-là. Et c'est pour cela que quand on dit que le Mali a chassé, non, le Mali n'a pas chassé, c'est-à-dire qu'il faut simplement respecter, et je pense qu'on ne peut objectivement s'opposer à ce qu'un pays ait de principe, c'est le cas pour tous les pays. Je termine par le 3e volet économique. C'est là peut-être où les bas blessent, parce que dans cette atmosphère délétère, effectivement, ça fait qu'il y a moins d'investisseurs, ça fait que, bon, sur le plan économique, il y a quand même beaucoup de défis qui restent à relever. Mais on sent quand même une certaine résilience des populations, parce que qui se disent finalement que cela vaut la peine peut-être de souffrir un temps et peut-être de voir pour des lendemains meilleurs. Donc là, vous rejoignez un petit peu l'avis de Stéphane, c'est-à-dire qu'au regard des bases qui sont en train d'être posées, sur le très long terme, on sera à mesure de mieux en fait les juger. Et là, est-ce que vous pensez que, en leur donnant plus de temps, les choses seront vraiment meilleures pour le coup? Oui, alors en tout cas, il y a quand même... Oui, dans l'opinion, oui, je vais faire court. Dans l'opinion publique malienne aujourd'hui, ou même de façon globale au Sahel, on a comme l'impression qu'il y a une fenêtre d'opportunités qui sont ouvertes et qu'il faut saisir. En se disant, on a été dans beaucoup de situations avant, on a testé beaucoup de choses, pourquoi ne pas tester une nouvelle donne et qui sait qui peut nous donner un lendemain meilleur, comme je disais. Merci beaucoup. Merci pour ces perspectives d'analyse, justement. J'ai bien apprécié l'analyse de vous 3. Justement, tu parlais de la souveraineté et l'amélioration de certains domaines, surtout sur le plan diplomatique concernant le Mali. Je vais revenir sur cette question. Quel retour avez-vous de la population sur place? Semble-t-elle avoir retrouvé la confiance de l'État
Donc, quelle est la légitimité des autorités actuelles au jeu des populations? Quel chef d'État parmi les trois, je parle du Burkina, du Mali et du Niger, semble le plus soutenu par rapport à ces populations? Oui, alors, je vais peut-être commencer par la dernière. C'est peut-être pas très... Peut-être qu'on peut donner la parole Ouais, Ok. le Burkina. à Chef, un petit peu varié. Et Moi, bien sûr, on précise aussi que ce sont en fait trois sous-questions. Tout à Donc, fait. naturellement, vous pouvez y répondre peut-être par la première et dérouler ensuite les autres questions. C'est comme vous voulez. Ouais, donc pour peut-être revenir un peu au sujet de... Tu peux juste peut-être reprendre la question sur les trois volets, les trois Sur les dimensions. trois volets, c'était quel retour avez-vous de la population Tout à sur fait. place? Ouais. Semble-t-elle avoir retrouvé la confiance en l'État? Quelle est la légitimité des autorités actuelles au jeu des populations? Je vais commencer d'abord par la confiance de la population. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, je vais parler tout à l'heure au début de communication et d'informations qui n'étaient pas forcément distillées sur tout ce qui se passe, notamment lié aux attaques. Je voulais préciser par ailleurs que tout ça, ça a été justifié par le gouvernement comme étant en fait une forme de conservation, de préservation de la population et des militaires qui sont au front, et du moral des militaires qui sont au front, ce que je peux tout à fait bien comprendre. Et par ailleurs, c'est une dynamique que je salue dans le sens où il a précisé quelque chose sur le contexte malien, qui est qu'on a connu énormément de situations de régimes qui sont passées avec des actions, avec des dynamiques qui ont parfois échoué, qui ont réussi à certains niveaux. Et aujourd'hui, on assiste justement à un tout nouveau paradigme. Et quand je parle de cela, je parle du contexte lié, par exemple, à tous les accords qui étaient politico-militaires qui reliaient le Burkina Faso avec la France, l'ancienne colonie. Et sur ce niveau, en fait, on a découvert effectivement avec l'arrivée de ce pouvoir, notamment par le biais du premier coup d'État, non, mais plutôt par le biais du deuxième coup d'État, donc avec celui d'Ibrahim Traoré, un certain nombre d'informations qui n'étaient absolument pas du tout connues et sues par la population. Et comment est-ce qu'on peut imaginer un pays avec des accords et donnant une primauté à un autre pays, sous la base d'une historicité qui nous lie. Revenant justement à cela, ces accords ont été rompus, permettant en fait de rentrer dans une logique de nationalisation, plus ou moins, mais en fait donner la primauté à tout ce qui est acteur économique au volet, notamment sur le Burkina Faso, donner la primauté à l'ensemble des acteurs du milieu économique. Ça, par ailleurs, ça a donné une certaine forme de confiance des financeurs, on ne va pas se le cacher, malgré la situation délétère. Le Burkina Faso arrive quand même à sortir la tête sous l'eau. Récemment, elle a pu payer sa dette intérieure grâce à l'effort de la population, et qui est, par ailleurs, une forme donc de confiance vis-à-vis du gouvernement. Pourquoi? Parce que il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été lancées par le président en question. L'initiative patriotique, où la population aujourd'hui burkinabé contribue à l'effort de guerre. C'est très compliqué. Je vais juste revenir sur l'effort de la population. Ouais. Tu dis grâce à l'effort de la population. J'aimerais bien en savoir plus. Qu'est-ce que la population en fait plus pour que le Burkina aussi sorte de l'eau? Alors, en fait, il faut comprendre que la population burkinabé est une population de base très résiliente, qui de par sa position géographique, notamment en Afrique de l'Ouest. On n'a pas la chance d'avoir un certain nombre de richesses naturelles qui favorisent le développement d'un certain nombre de choses dans notre pays. Mais par ailleurs, en fait, on est une population qui est connue, plutôt travailleur, et qui sait utiliser, exploiter le sol, et donc qui a vécu pendant longtemps avec le sol, et malheureusement aujourd'hui avec le tourisme qui est de moins en moins. Donc, merci. Juste qu'on va équilibrer le temps de parole. D'accord. Donc, Stéphane aussi va en parler un peu sur la question.
Alors, moi, je vais m'abstenir sur le retour des populations locales. Je pense que vous deux, vous serez les mieux placés pour ce sujet-là. Les réseaux sociaux n'étant pas une base assez fiable, selon moi, pour en parler. Mais si, moi, je me focalise par exemple sur la popularité, je pense que actuellement, c'est le président Ibrahim Traoré qui est le plus populaire pour certes des politiques de fond que vous connaissez très bien, mais aussi et surtout, selon moi, pour les discours, pour la forme. Je pense que des trois dirigeants, c'est celui qui tient le discours à la fois qui défie l'Occident, mais sans pour, en tout cas les forces néocoloniales, sans pour autant être dans une provocation exacerbée. Donc c'est-à-dire qu'au niveau de la symbolique, je pense qu'il incarne à la fois une certaine sagesse, une certaine envie de combattre. Et donc je pense que au niveau popularité, je pense que c'est lui qui se distingue actuellement, simplement. Ok. Merci Brahim. Oui, alors, je vais toujours répondre par la dernière question, en fait, hein, par rapport à qui est le plus populaire parmi les trois. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. C'est vrai En que fait, peut-être... justement, la question, c'est pas qui est le plus populaire, mais qui est le plus soutenu. Oui, soutenu, ok. Ouais. Ah bon, c'est Pas plus précis. la population. D'accord, ok. Ok, ok. Alors, dans ce cas, je pense que oui, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. À l'international, Ibrahim Traoré, le capitaine Traoré, semble être plus soutenu. C'est-à-dire, de par ses discours, effectivement, c'est quelqu'un qui est très éloquent. Parce qu'on sait qu'Assimi et Tchani sont connus pour être péloquas, qui ne parlent pas beaucoup, ne donnent pas assez d'interviews et qui font que peut-être à l'international sont beaucoup moins soutenus. Mais par contre, de l'intérieur, je pense que c'est peut-être plus Assimi qui est le petit soutenu. Et je vais vous dire pourquoi. Vous savez, la différence entre le Mali, le Burkina et le Niger, c'est qu'au Mali, on a un collège de militaires qui dirigent, c'est-à-dire les 5 généraux désormais. Ils étaient colonels au moment de la prise de pouvoir. Maintenant, ils sont 5 généraux. Et dans les 5 généraux, on a toutes les tendances de l'armée qui sont représentées. C'est-à-dire vous avez l'armée de l'air, l'armée de terre, la garde nationale et les forces spéciales qui sont représentées par Assimi lui-même. Donc ça fait que de l'intérieur, c'est quand même un pouvoir qui est assez solide et qui fait que pendant toutes ces années de transition, il y a quand même aussi un certain narratif qui met le discrédit sur la classe politique, qui fait que bon, tous les maux de la société sont liés à la classe politique et donc il valorise un peu l'action des militaires. Donc de ce point de vue, je pense qu'il est beaucoup plus soutenu de l'intérieur. Maintenant, par rapport aux autres aspects, c'est-à-dire c'était par rapport au retour de population, c'est ça? Justement. Donc, je pense que sur ce plan-là, il y a quand même une particularité au Mali, et d'ailleurs, vous l'avez peut-être certainement suivi hein, au début du mois de mai, c'est qu'on a une classe politique et une société civile qui sont assez mobilisées, parce que ça, c'est lié un peu à la tradition, c'est-à-dire la démocratie au Mali telle 2011, c'est suite à des soulèvements populaires, il y a des gens qui sont morts pour cela, et donc les Maliens tiennent beaucoup à cela. Donc ça fait que on a une certaine voix discordante peut-être qu'on entend au Mali, qu'on n'entend pas beaucoup dans d'autres pays, notamment au Niger par exemple, où c'est assez bon, il y a quasiment rien qui se passe. Donc sur ce plan-là, effectivement, il y a des tendances qui s'affrontent. Il y en a qui estiment clairement que la transition a mieux fait, c'est-à-dire, comme je disais tantôt, hein, sur le plan sécuritaire, tout ça. Mais il y a aussi une autre tendance qui veut que, bon, il faut peut-être revenir à l'ordre constitutionnel normal, tel qu'on a connu pendant fort longtemps. Parce que je rappelle quand même que, contrairement dans les deux autres pays, au Mali, on a assisté à plusieurs fois à de l'alternance démocratique, c'est-à-dire en 92 avec Alpha Omar Konaré, en 2002 avec ATT, avec Ibrahim Boubacar Keïta en 2013. Donc, voilà, on a une certaine habitude électorale qui fait que, bon, forcément, il y a des voix discordantes qui viennent et donc qui fait que, clairement, il y a des tendances qui s'opposent, en fait. Hein. Il y a une qui dit que ça s'améliorer, tandis que d'autres qui veulent peut-être aller vers d'autres horizons, quoi. Justement, c'est bien dit. Comme tu as si bien indiqué, il y a des tendances. Il y a une tendance qui soutient, il y a une tendance qui a l'air ne pas soutenir beaucoup. Donc, du coup, cela me revient à cette question, quels éléments nourrissent ou affaiblissent ce soutien populaire? Et ça va là-bas aux trois autres pays. Alors, quels éléments nourrissent je pense qu'il y a quand même un certain élément qui est commun d'ailleurs aux trois autres pays, c'est la question de souveraineté. C'est-à-dire qu'on met en avant toute l'action politique s'inscrit dans cette quête de souveraineté.
Et d'ailleurs, au Mali, aujourd'hui, on a une date qu'on commémore chaque année, désormais, le 14 janvier. Donc, pourquoi le 14 janvier? Parce qu'en fait, le 14 janvier 2022, c'est la date à laquelle la CEDEAO a sanctionné lourdement le Mali et que la population est sortie massivement pour soutenir les autorités de transition. Et ça a été une date qui est désormais fériée, tout ça. Donc, je pense que c'est l'élément clé qui fait qui nourrit justement ce soutien de mon point de vue. Merci Stéphane. Vous pouvez juste répéter la question? La question est quels éléments nourrissent ou affaiblissent ces soutiens populaires concernant ces pays? Forcément, et comme on a si bien dit, ces pays, ces présidents sont assez bien soutenus, mais il y a forcément une voix discordante qui ne sont pas vraiment d'accord avec tout ce qui est fait. Alors, ce qui nourrit, certes, c'est la souveraineté, je suis totalement d'accord. Ce qui peut affaiblir, c'est les manques d'un point de vue démocratique, je pense. Parce que, comme ça a été dit, au Mali, il y a plus une culture d'alternance, potentiellement de débat. Là où, avec un régime militaire, qui peut parfois, éventuellement, tendre vers un certain autoritarisme, il peut y avoir ce manque-là d'un point de vue démocratique. Et c'est là où ça peut être, que ce soit pour ceux de l'intérieur ou de l'extérieur, un bon prétexte pour essayer de perturber les politiques qui sont faites par les militaires. Donc je pense que c'est vraiment ce point de vue-là. Merci. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Stéphane, notamment justement au niveau de la souveraineté dans le cas du Burkina Faso. Le Burkina Faso a été un pays qui a été longtemps sous la joute des militaires qui se sont succédés. On a connu un président pendant 27 ans qui a été au pouvoir. Et ensuite, on a connu un gouvernement démocratique qui nous a bercé dans ce torrent-là de la démocratie et qui nous a permis en fait de voir d'autres choses que un régime plus ou moins semi-autoritaire qui a fait 27 ans. Et dans ce sens-là, en fait, en termes de souveraineté, pour ce qui concerne par exemple ce qu'on vit aujourd'hui au Burkina Faso via Ibrahim Traoré, ces prises de position à l'international, sans aucun doute, font écho et qui sont des esquisses de soutien qui donnent justement envie de voir la suite. Mais au niveau national aussi, ce qui se passe, c'est qu'on a sans doute des voix discordantes, on en aura toujours, ces voix discordantes. Et ces voix discordantes, par ailleurs, en fait, sont parfois des personnes qui ont souvent, pour ce qui concerne en tout cas le Burkina, je ne sais pas pour le Mali, mais pour ce qui concerne le Burkina, c'est parfois des personnes qui ont été de l'autre côté du gouvernement et qui finalement n'ont plus potentiellement cette largesse-là qu'ils avaient à l'époque, donc qui se sont presque isolés dans d'autres pays, dans la sous-région ou à l'international, pour se réfugier. Et de là, effectivement, revient une forme donc de rengaine contre tout ce qui se passe en ce moment. Et est-ce que cela est justifié ou non? La question reste posée. Si je peux juste rajouter une chose, c'est quand je parle de démocratie, je ne parle pas nécessairement d'élection. La démocratie peut se matérialiser sous d'autres formes. Et parce que j'ai souvent remarqué une chose qui m'a assez interpellé, c'est que souvent on exige des pays de l'AES qui fassent des élections, qui s'arrêtent leur transition, qui se prolongent, etc. Mais on oublie souvent que ce sont des pays qui ne contrôlent pas la totalité de leur territoire. Bien sûr, bien sûr. Et nous sommes assez exigeants envers eux à ce niveau-là. Pourtant, si on prend un autre exemple, l'Ukraine, par exemple, qui sont eux aussi, même si ce sont des guerres différentes, qui sont eux aussi envahis par une partie de leur territoire qu'ils ne maîtrisent pas, on n'exige pas qu'il y ait des élections. On dit non, d'abord il faut rétablir la sécurité, il faut que l'Ukraine retrouve tout son territoire, etc. Après on parlera d'élections. On reviendra en fin d'échange sur le modèle de gouvernance en fait, que vous préconisez pour ces trois pays. Ok. Donc maintenant on va passer à toute autre chose, parce que comment parler d'AES sans parler de la sortie de la CEDEAO, de ces trois pays de la CEDEAO. Donc la sortie a été annoncée en janvier 2024 et elle est effective depuis janvier 2025. Donc ma première question sera la suivante. Déjà, est-ce que vous comprenez cette décision de quitter la CEDEAO pour ces trois pays?
Chèque. Alors, c'est une bonne question. Est-ce qu'on comprend cette décision de quitter la décision? J'avoue, à titre personnel, avoir été très surpris de cette décision à l'époque, hein, bien sûr. Surpris. Oui, très surpris hein, de la sortie parce que je m'y attendais pas hein, forcément. Mais au regard du précédent qui a résulté des interactions entre la CEDEAO, notamment qui était presque une forme euh, d'arrière-cour d'amis, d'amitié en tout cas, D'amitié envers. je parle de la commission de la CEDEAO, où des décisions se prenaient sous la base parfois d'injonctions et non sous des fondements réellement juridiques, d'émettre par exemple un embargo sur un pays comme le Mali, qui était dans une situation compliquée, et de partir de façon à tout va en prenant par exemple des décisions pour attaquer en fait un pays comme le Niger dans une situation. Je pense qu'il y a eu autant d'éléments que de prétextes pour annoncer justement la sortie de la CEDEAO que plus tard, en fait, moi, dans l'idée de me rassurer par rapport à tout cela, que j'ai compris qu'il était assez important, en fait, en tout cas pour ces pays-là, dans cette situation, de pouvoir, en fait, prendre leur destin en main. Très bien, très bien. Stéphane? Je rejoins totalement ce qui a été dit. J'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que il y avait un constat à faire, c'est que la CEDEAO n'avait pas réellement l'intention de s'attaquer aux causes des problèmes que vivent le Burkina, le Niger et le Mali, mais s'attaquer uniquement aux conséquences. Donc les coups d'État en question sont les conséquences, mais les causes étaient laissées pour compte, tout simplement. Très bien. Partagez-vous les avis dits précédemment? Oui, je pense que oui, il fallait s'attendre à ces divorces en fait, hein, parce que je crois que du moment où la CEDEAO a menacé d'intervenir militairement au Niger, c'était un peu le, comment on appelle ça, la goutte d'eau qui a dévoré le vase, quoi. C'est-à-dire que c'était une ligne rouge qui a été franchie. Et de ce point Contre de le vue, Niger, hein, vous contre le parlez. Niger, oui, bien sûr, contre le Niger en juillet 2023. Donc à partir de là, je crois que la rupture a été consommée. Et bon, moi, je n'étais pas forcément surpris hein, de la sortie parce qu'on voyait que le deux parties, c'est-à-dire les États du Sahel et la CEDEAO, étaient sur des tableaux totalement différents. C'est-à-dire on n'entendait pas les choses de la même façon. Et donc, de ce point de vue, je pense que c'était plutôt logique. Maintenant, la vraie question, c'est que est-ce qu'on peut réellement parler d'une vraie rupture quand on sait aujourd'hui la dynamique qui est en cours, qui est de faire respecter le principe de la libre circulation des personnes et des biens. Et de son point de vue, je pense que c'est... Qui est d'ailleurs une des plus grandes réussites de la CEDEAO, de permettre de se déplacer dans tous ces pays sans visa. On dit quand on s'examine, on se désole, mais quand on se compare, on se console. C'est-à-dire que quand on prend la CEDEAO comparée à ses homologues en Afrique, c'est-à-dire la CAC, la SADC en Afrique australe, on voit que c'est quand même l'organisation sous-régionale la mieux réussie en Afrique. Donc, je crois que les États de l'AES veulent finalement une CEDEAO à la carte. C'est-à-dire en choisissant les aspects qui les intéressent, c'est-à-dire la libre circulation des personnes et des biens, tout en se débarrassant des contraintes politiques. C'est aussi ça le truc. Et de ce point de vue, je crois que c'est l'AES qui sort gagnante de cette bataille diplomatique de part et d'autre. Parce que si l'AES arrive à conserver les avantages de la libre circulation des personnes et des biens, tout en se débarrassant des contraintes politiques, c'est-à-dire le protocole additionnel de 2002 qui conditionne l'accès au pouvoir par la voie légale, entre guillemets, par les élections, je pense que dans ce point de vue, d'ailleurs, l'AES semble avoir même piégé la CEDEAO dans ce sens-là. Je vais vous dire pourquoi, parce que en juillet 2000, oui, je termine sur ça. En juillet 2024, un jour avant les sommets de la CEDEAO, donc le 6 juillet précisément, l'AES a fait un sommet où la confédération a été créée, où ils ont dit dans les conclusions qu'ils respectent le principe de libre circulation des personnes et des biens, ce qui met la CEDEAO devant les faits accomplis en étant obligée d'adopter le même principe. Tout à fait. Très bien. Donc, cela a un petit peu amorcé ma prochaine question, qui était de savoir, est-ce que cette décision en fait, de quitter la CEDEAO, est-ce que c'était une fuite en avant ou une volonté réelle de rupture avec un modèle de gouvernance auquel il n'adhère plus? Peut-être très rapidement pour conclure, et ensuite on passera la parole à Stéphane Hachek.
Non, je ne crois pas que ce soit totalement une fuite en avant, parce que je vois quand même qu'il y a une certaine volonté, je pense qu'on va peut-être revenir, une volonté politique d'acheminer ensemble et de rompre avec le principe du passé. Mais d'autres aspects, on voit clairement que sur les aspects de la libre circulation des personnes et des biens, je ne pense pas qu'il y aura grand changement à ce niveau-là. Merci beaucoup. Partagez-vous son avis? Oui, totalement. Totalement. Je suis assez d'accord avec que c'est pas tout à fait une fuite à l'avant, hein, parce que effectivement, quand on regarde la dynamique aujourd'hui de l'AES, quand on regarde la conjoncture politique et militaire qui est mise en place, eh ben, en fait, on se rend compte très vite que l'AES est effectivement décidé à aller à prendre son destin, mais comme je le disais tout à l'heure. Stéphane? Je rejoins le même point. Il y a des exemples concrets. Il y a la volonté de créer une armée commune au sein de l'AES. Là, c'est les conséquences, hein, donc les conséquences de la sortie, c'est ça? Comment? Est-ce que ce sont les conséquences en quelque sorte de la sortie que vous êtes en train d'aborder là? Je pense que c'était surtout le fait de sortir de la CEDEAO a permis à l'AES de se libérer. Donc je pense que la CEDEAO était vue comme des chaînes, tout simplement. Et l'AES a pu voler de ses propres ailes. Et donc, comment ils ont pu voler de leurs propres ailes? En créant une armée commune. Il y a la volonté de créer une monnaie unique. Donc c'est vraiment... oui, la CEDEAO était plus une chaîne qu'autre chose. Très bien. Donc là, en fait, c'est exactement en lien avec le prochain point que j'avais. C'était donc de savoir quelles sont en fait les conséquences concrètes de cette sortie. Là, déjà, la question monétaire a été évoquée. Donc là, ce serait plutôt sur un volet économique. Donc dans la même veine, quelles sont en fait les conséquences de cette sortie de la CEDEAO, à la fois sur le plan économique, diplomatique, qui a été un petit peu abordé, et social également? Alors, je pense que sur le plan, le vrai changement, c'est surtout au niveau diplomatique. Parce que désormais, les États de l'AES, les citoyens des États de l'AES n'ont pas le même passeport que ceux de la CEDEAO, par exemple. Ça, c'est un symbole. C'est-à-dire, jusqu'ici, on utilisait le passeport CEDEAO. Maintenant, il y a un passeport AES qui existe. Depuis quelle date? Depuis le 29 janvier 2025. Il y a un passeport AES qui existe. Il y a un drapeau AES qui existe. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai été assez frappé la dernière fois de voir à Bamako une rencontre entre la CEDEAO et l'AES sur laquelle, dans le communiqué conjoint, il y a le deux logos, ce qui acte définitivement aujourd'hui qu'en Afrique de l'Ouest, on a des organisations qui sont la CEDEAO et l'AES. Donc sur le plan diplomatique, oui, il y a des vrais changements qu'on observe. Aujourd'hui, il y a l'hymne de l'AES qui existe. Donc voilà, je pense que sur ce plan-là, oui. Maintenant, sur le plan économique et social, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de changements. Parce que je ne suis pas sûr qu'il est dans l'intérêt ni de la CEDEAO ni de l'AES d'instaurer le principe des visas. Et ni encore moins de restreindre un peu le fait de la possibilité de s'installer de part et d'autre dans différents pays, la libre circulation, les tarifs douaniers, tout ça. Je crois que sur tous ces aspects, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de changements. Et de ce point de vue, je pense que ce sont des conséquences qui sont plutôt limitées. Très bien, merci beaucoup. Absolument. J'ai vu Cheikh hocher de la tête. Je suis complètement d'accord sur le principe, effectivement, avec sur le volet les conséquences diplomatiques et moins d'impact, en tout cas, sur le volet social et même les tarifications douanières encore. Je crois que l'UMOA est là, en fait, c'est une organisation qui arrive, en fait, à couvrir cette partie. Donc, en termes d'intégration économique, quand on prend, par exemple, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, on se rend compte en 2023 que le premier pays investisseur en Côte d'Ivoire, par exemple, c'était le Burkina Faso. Donc, plutôt en 2024. Le premier pays en fait investisseur en Côte d'Ivoire, c'était le Burkina Faso. Donc il y a une forme d'imbrication politique et économique plutôt, où les populations s'installent déjà au niveau économique, s'installent dans d'autres pays, mènent des activités économiques. Ça peut avoir des impacts justement dans ce sens-là, mais en fait, ça ne changera pas fondamentalement dans le fond. Donc, quand vous dites que le premier pays investisseur en Côte d'Ivoire, c'est le Burkina, c'est entre les trois pays du Sahel ou bien à quelle échelle, en fait, l'échelle était, en fait, il y a eu une étude, enfin, pas une étude, mais les statistiques qui ont été publiées par le ministère du Commerce de la Côte d'Ivoire par rapport justement à l'ensemble des investisseurs, des investisseurs en tout cas, mondiaux, à l'échelle mondiale, où en fait on avait le Burkina Faso, en tout cas dans ce qui concerne la sous-région ouest africaine,
était en fait le premier pays qui investissait le Donc, plus. en ce qui concerne La région, sous-région. la sous-région, La donc en sous-région prenant en compte ouest-africaine. également les autres Les autres pays pays. de la CEDEAO. Très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup. Est-ce que la CEDEAO, à date, est encore perçue comme une organisation légitime par les populations? Et là, je ne parle pas spécialement donc, du Mali, du Niger ou du Burkina, mais de manière générale, peut-être des populations ouest-africaines. Est-ce que la CEDEAO est encore perçue comme légitime? Stéphane. Je pense qu'elle a perdu beaucoup de légitimité avec les crises qu'ils ont connues, notamment avec l'AES. Quand on parle de potentiellement envahir un pays voisin, par exemple, ça, ce sont des choses qui sont très graves et qui nuisent à cette idée d'intégration, de coopération, etc. Donc je pense que c'est vraiment... Ils sont contredits en souhaitant attaquer le Niger, c'est ça? Je pense oui, selon moi oui. Et on revient à ce que j'ai dit avant, parce qu'ils s'attaquent aux conséquences et pas aux causes. Parce Très que bien. tu te soucies vraiment du bien d'un pays voisin qui est membre de l'organisation, on s'attaque aux causes d'un problème et non pas aux conséquences. Très bien, merci beaucoup. Partagez-vous cet avis? Moi, je suis assez d'accord. Et en plus, ce que je veux rajouter, c'est surtout le volet, les conséquences, le pourquoi, en fait, on en est là avec la sortie des pays de l'AES, de la CEDEAO. On s'est rendu compte à un moment donné que la CEDEAO ne s'attaquait pas forcément aux réels problèmes, aux problèmes fondamentaux, notamment le problème sécuritaire que traversaient ces pays-là, notamment le Mali qui traversait une crise depuis 2013 et jusqu'à aujourd'hui en fait qui est dans la crise. Pareil le Burkina Faso et en fait finalement la CEDEAO s'est retrouvée à se réorienter de son objectif principal qui était à la fois un objectif diplomatique, politique, et sans s'attaquer fondamentalement au fond des problèmes que connaissaient en tout cas nos pays, qui était le problème sécuritaire. Donc notamment la force conjointe de la CEDEAO qui était censée venir à une époque, elle a été réorientée vers d'autres fins. Okay. Merci beaucoup. Donc, Brahima, sur le mot de la fin rapide sur cette question de savoir est-ce que la CEDEAO, est-ce que les populations la voient encore comme légitime? Très rapidement. Non, je crois je vais vous prendre un exemple concret, c'est-à-dire le 28 mai dernier, la CEDEAO a célébré ses 50 ans. Mais tout le monde a vu que ce n'était pas dans la grande ferveur, c'est-à-dire c'est passé totalement inaperçu. Il y a beaucoup de chefs d'État qui n'ont même pas fait le déplacement à Abuja. Donc ça indique clairement que cette organisation n'a pas aujourd'hui le vent en poupe dans la région ouest africaine. Mais il y a peut-être, en termes de perspective, il y a quand même un élément clé qu'il faut souligner au sein de la CEDEAO, c'est que c'est quand même une organisation au sein de laquelle il y a beaucoup d'alternance démocratique. Je prends le cas du Sénégal récemment, du Ghana, qui font qu'au fur et à mesure que les présidents vont se succéder, on voit que les nouveaux présidents qui arrivent adoptent une position de plus en plus flexible vis-à-vis de l'AES. Et donc, je pense qu'ils arrivent quand même à intégrer ces différentes critiques qu'on adresse à la CEDEAO et peut-être à terme pourront contribuer à redorer l'image de cette organisation. Merci beaucoup. Merci pour ces analyses lucides. Justement, Brahim, tu m'as déjà introduit la question qui vient. En parlant, est-ce qu'on peut parler de rupture quand on pense l'acquis de libre circulation des personnes, des biens, que la CEDEAO, la rupture n'est pas encore gagnée, justement, ce sont tes mots. Cela me revient à poser cette question, le discours anti-néocolonialiste ou panafricaniste est-elle une stratégie ou un fond idéologique réel concernant ces trois pays? Alors, le discours anti-colonialiste, là, pour le coup, je vais peut-être porter ma casquette d'analyste des discours, parce que vous savez, en communication politique, toute entreprise de communication peut être sujet de propagande, c'est-à-dire l'idée de contribuer à valoriser ses actions tout en prenant le soin de discréditer l'autre. Non, je crois que ce n'est pas forcément de ce point de vue, parce que, comme je disais, il y a quand même, au-delà du discours, il y a quand même des actes qui ont été posés par les États de l'AES qui font qu'il y a cette volonté commune d'aller ensemble. Je vais vous donner un exemple précis. Si vous prenez aujourd'hui, si vous regardez les journaux télévisés du Mali, du Burkina ou du Niger, vous allez voir qu'il y a une phase qui couvre l'actualité des deux autres pays. Et donc, il y a aussi cette volonté d'amener l'opinion publique des trois États à avoir l'impression de partager le même pays, avoir le même principe, les mêmes objectifs et d'acheminer ensemble. Donc je ne pense pas que c'était uniquement contre
la France ou anti-Occident, tout ça. Non, il y a quand même une volonté réelle aujourd'hui d'asséminer ensemble et de prendre les problèmes à bras le corps. Et Stéphane? Je vais dans le même sens. Je pense qu'il y a une réelle volonté. Et un autre exemple, lorsque les pays vont à l'étranger, notamment par exemple la Russie, mais ça peut être d'autres pays aussi, ce sont les 3 ministres des Affaires étrangères qui se déplacent ensemble pour parler d'une même voix. Donc je pense que c'est un symbole assez fort. Et après, ce fond idéologique n'empêche pas qu'effectivement, dans le discours, il y a un souhait d'appuyer sur le bouton panafricanisme parce qu'ils savent que c'est ce qui va faire à la population adhérer à leur projet. Parce qu'ils ont quand même ce besoin-là d'avoir la population avec eux. Donc ça peut être finalement un mélange des deux. Avoir un fond idéologique, mais pour qu'ils puissent continuer sur le long terme, il faut que la population les suive. Et donc pour que la population les suive, ils vont tenir un discours panafricanisme et anti-impérialisme. Ok, rapidement. Oui, et le discours, il est tout à fait en phase avec les besoins du moment parce que faut pas se leurrer, hein, le discours panafricaniste a toujours existé à travers Kémy Séba, qui est très connu sur le continent africain, qui est porté aussi par d'autres acteurs aujourd'hui qui sont appelés activistes politiques, qui est une terminologie que je ne comprends pas très bien. Donc, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Et il y avait à un moment donné une forme de nostalgie aussi qui était là. Notamment, par exemple, pour le Burkina Faso, on a connu Thomas Sankara et la révolution de 84. Et dans l'attitude du capitaine Ibrahim Traoré, on ressent et on revit en fait tout cela à travers sa posture, sa carrure, ses sorties politiques, ses sorties économiques, hein, quand il fait des déplacements pour inaugurer des sociétés, inaugurer des initiatives portées par le gouvernement. Donc oui, quelque part, le fonds panafricaniste, il est bien existant, il est bien réel, parce que les actions aussi suivent derrière. Ok. Justement, pour revenir à toute autre question, que pensez des accusations portées contre certains pays étrangers, par exemple la France et l'Ukraine, justement pour situer le contexte, dernièrement, il y a le régime de l'AES, les régimes de l'AES ont dénoncé fréquemment des ingérences extérieures concernant la France et même l'Ukraine. Pas longtemps, il y a eu l'attentat qui a passé au Burkina Faso. Ça a été revendiqué par le général ukrainien. Maintenant, du coup, les régimes de l'AES, notamment le président burkinabé, a dénoncé cet acte ignoble. Maintenant, quel est votre avis? Qu'est-ce que vous pouvez parler de cette situation? Mais le truc, il est assez intéressant parce que on se retrouve dans un contexte plutôt où une guerre qui se déroule dans un continent tout autre se déporte petit à petit en fait sur notre continent sous fond de rivalité politique, hein, rivalité géopolitique du moins, parce que on se rend compte d'une forme d'orientation qui a été adoptée par ces pays-là en se réorientant, on va dire, politiquement ou diplomatiquement vers des pays comme la Russie ou en tout cas vers des pays qui sont pas très occidentaux. Donc, sur le cas de l'Ukraine, pour revenir à ce cas précis, l'élément qui est fondamental dans tout cela, c'est le rappel de l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, par le gouvernement du Sénégal. Ça, c'est un acte qui est très fort, qui interpelle, qui annonce effectivement une forme d'ingérence de la part de l'Ukraine dans le Sahel et qui fonde à quelque part vraiment cette légitimité à se départir de ces actes-là. Merci. Rapidement, Stéphane, tu as un mot à dire concernant... Alors rapidement, par rapport à la France, bon, je trouve que c'est pas étonnant. Parce qu'on sait qu'historiquement, les cas d'ingérence de la France sur le continent africain sont assez récurrents. Là où ça peut effectivement étonner, c'est l'Ukraine. Mais quand on sait qu'il y a que les Russes
sont de plus en plus présents en Afrique et qu'il y a le cas de la guerre russo-ukrainienne, les Ukrainiens veulent déporter le conflit sur le continent africain. Et le continent africain ne devient finalement qu'un terrain de jeu, qu'un terrain d'influence pour les intérêts d'autres puissances. Donc c'est un schéma qui se répète. Alors, par rapport à la France, on se rappelle qu'en août 2022, le Mali avait accusé effectivement la France de soutenir le terroriste et avait d'ailleurs porté plainte au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sauf que le Mali n'étant pas membre permanent ne peut pas saisir le Conseil. Et d'ailleurs, bon, on a le discours, c'est qu'on appelle prendre avantage de l'antithèse. Le Mali a demandé à la France, puisqu'elle a la possibilité de convoquer une réunion du Conseil de sécurité, de convoquer cette réunion pour donner le preuve. La France n'a pas voulu, évidemment. Bon, ça reste en suspens, donc jusque-là, on n'a pas eu de preuves, mais effectivement, ce sont des accusations qui ont été portées contre la France, sachant que les forces françaises étaient au Mali depuis un certain temps quand même. Maintenant, par rapport à l'Ukraine, ça, pour le coup, je ne crois pas qu'il y a assez de débats, parce que c'est l'Ukraine elle-même qui a revendiqué, c'est-à-dire notamment avec l'attaque de Tinzaouaten au Mali en 2024. Parce qu'il y a aussi, c'est sur fond de tensions géopolitiques aussi, quand on sait que la coopération entre le Mali, notamment, ou les États du Sahel de façon globale, avec la Russie aujourd'hui est assez forte, qui fait que bon, l'Ukraine voit aussi ces pays comme étant le pays ennemi, quoi, sur fond de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a quand même des éléments factuels qui, comment on appelle, corroborent ces accusations, quoi. Bon, maintenant, je crois que dans tout cela, ce qui est quand même important de souligner, c'est que on est aussi dans une période de guerre de communication, c'est-à-dire de part et d'autre, chacun essaie de porter du... Mais je ne crois pas que c'est ce qui retient beaucoup l'attention de l'opinion publique dans ces différents États. Ce qui est important, c'est que, comme on disait, en fait, c'est cet adage qui dit en Afrique, lorsque votre maison brûle, pour éteindre le feu, vous n'avez pas besoin de savoir si l'eau est propre ou pas, pourvu qu'elle soit éteinte, le feu soit éteint. Donc, c'est ça la perception des populations. Tout ce qu'ils veulent, c'est la stabilité, c'est la sécurité. Peu importe qu'elle vienne de la Russie, de l'Ukraine, de France, peu importe. Donc, voilà, je crois que c'est surtout les médias mainstream qui entretiennent aussi cet état de fait. En fait, on entend même un discours anti-français, sentiment anti-français, on a même entendu. Je ne crois pas qu'il y ait un sentiment qui soit spécialement anti-français, quoi. Voilà. Ouais, justement, pour revenir à l'ONU, vu que ces pays, que ce soit le Mali, le Burkina, le Niger, ces pays n'ont pas la force ou la voie nécessaire pour faire bouger les choses au sein de l'ONU. Maintenant, cela me revient à la question, quels sont selon vous les vrais leviers de lutte contre le terrorisme dans la région? Parce qu'on voit que ces pays-là ne se bougent pas, que ce soit la France, les États-Unis, et tous ces grands pays qui siègent au sein du Conseil national de l'ONU. Maintenant, qu'est-ce que ces pays de l'AES peuvent faire pour faire bouger les choses? Alors, déjà, on va réfléchir à... Écoutez, c'est une question qui m'interpelle beaucoup parce que pour faire bouger les lignes, il faut d'abord qu'on essaye de prendre au même niveau et d'égaliser les mêmes vies. C'est-à-dire que la personne qui est tuée au Burkina Faso et la personne par un terroriste et la personne qui est tuée en Ukraine par un char russe, c'est des humains, avant tout. Et donc, on est dans un contexte où on se rend compte finalement que les soutiens à l'international qui sont proposés à l'un ou l'autre des pays se préfigurent parce que derrière, potentiellement, est-ce qu'il pourrait avoir des avantages ou pas? Parce que, clairement, aujourd'hui, on le voit en Ukraine, par exemple, pas plus tard que cette année-là, en fait, on s'est rendu compte, effectivement, que avec le président Trump qui arrive au pouvoir, qui dresse une ligne directrice directement adressée à l'Ukraine, qui parle des terres rares, qui parle du sous-sol. Voilà, on entend le narratif américain, on entend le narratif occidental derrière les soutiens. Il faut l'entendre cela dans une globalité. Et c'est la même chose sur le continent africain, mais on va sur un autre niveau parce que il y a ce sentiment profond là de
de ne pas considérer tous, notamment les vies que nous, en fait, sur le continent africain, nous perdons justement à travers ces attaques et ces crises-là au même niveau. Et finalement, on se retrouve à ne pas avoir d'acquis vis-à-vis de ces acteurs, de ces occidentaux. Merci Stéphane, tu as un mot à dire. Alors, par rapport à ce que tu as dit, sur le plan moral, tu as raison. Effectivement, bon, c'est une banalité. Mais oui, une vie au Burkina vaut une vie en Ukraine. Mais sur le plan plus politique, on constate que ce n'est pas le cas. Et je pense que compter sur une prise de conscience morale de dirigeants, je pense que c'est... On peut attendre longtemps, en tout cas. On peut attendre longtemps. Donc je pense que ce qu'il faudrait, c'est compter sur des alliés diplomatiques. Parce qu'on dit souvent que voilà, lorsque les pays sont panafricanistes, ils vont s'isoler comme si ils n'allaient plus parler à un pays hors du continent africain, qui aurait un autre soi. Non, il faut continuer à avoir des alliés. Et comme c'est le cas actuellement, renforcer les unités, comme on l'a évoqué, et collaborer entre les pays africains. Parce qu'il y a quand même 54 pays. Exactement. Voilà. En gros, quels sont les vrais leviers de lutte contre le terrorisme dans la région? Donc, par exemple, est-ce qu'il faut plus de dialogue avec les communautés locales, les chefs de village? Est-ce qu'il faut peut-être plus investir dans le développement, créer des infrastructures en fait, pour la population, pour qu'il y ait moins de pauvreté? Parce que c'est aussi un des facteurs qui attire en fait les jeunes à aller vers ces terroristes qui viennent les recruter. Ou bien est-ce qu'il faut peut-être plus de coopération régionale, notamment on le voit déjà avec l'AES, ils ont mis en commun leurs forces militaires, notamment sur la zone des trois frontières. C'est plutôt là de savoir quels sont les vrais leviers de lutte contre le terrorisme. Par exemple, est-ce que parmi les trois que j'ai cités, il y a d'autres leviers éventuellement? Moi, Non, c'est Brahim. Ah oui, ok. Alors, non, je crois que c'est assez pertinent comme question, effectivement, parce qu'on sait que le tout militaire, finalement, n'arrivera pas à bout du terrorisme. Et quand vous prenez le traité qui a créé la Confédération des États du Sahel, il y a un élément clé, de mon point de vue, s'il est réellement appliqué, peut avoir des leviers, cette fois-ci endogènes, c'est-à-dire des solutions endogènes à l'intérieur du pays. C'est le principe des 3D, défense, diplomatie, développement. Je crois qu'en liant ces trois aspects, on peut effectivement arriver. Parce que ce qui n'est pas pertinent, c'est de combattre uniquement avec les armes. Quand on sait effectivement que la plupart, ce sont des communautés locales, de jeunes au niveau local qui sont recrutés, tout ça, parce qu'ils n'ont pas de perspective d'avenir. Donc oui, je crois que le tout militaire doit s'accompagner aussi des projets d'infrastructures de base, c'est-à-dire des écoles, des hôpitaux, tout ça, parce que du moment où c'est ce qui justifie finalement la prise des armes par certains jeunes. Ils disent, bon, l'État nous a délaissés, donc finalement ils se combattent. Et les terroristes aussi jouent sur ça. Donc voilà, je crois qu'en accompagnant avec des projets de développement au niveau local, tout ça, et couplé à la diplomatie également, la diplomatie, ça veut dire quoi? Chercher des partenaires fiables avec qui on peut traiter, parce que vous savez que pendant tous ces temps, pendant que ces pays étaient sous menace terroriste, on n'était même pas souvent autorisé à acheter certaines armes en fait. Donc des équipements, tout ça. Donc voilà, il faut chercher des partenaires fiables dans ces domaines-là, tout en ayant des équipements militaires, mais aussi en veillant à ce que des jeunes au niveau local aient des perspectives d'avenir. Merci Stéphane. Rapidement, Alors rapidement, votre question et ta réponse me fait penser à ce qui se passe en Haïti. Alors là, on sort brièvement du continent, mais en Haïti, globalement, il y a les gangs qui ont contrôlé 80% du territoire, où l'État n'a plus le contrôle. Ce sont les gangs qui contrôlent la capitale. Et ces gangs-là sont composés d'Haïtiens, de jeunes Haïtiens. Et il y a plusieurs voies. Il y a la voie militaire, où il y a même des interventions internationales pour venir lutter contre les gangs. Et il y a aussi une seconde voie qui émerge depuis quelque temps, bon, mais qui fait débat, hein, qui ne fait pas du tout l'unanimité, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas aussi potentiellement dialoguer avec ces mêmes gangs qui commettent des crimes? Voilà pourquoi ça fait débat et on peut être contre cette opinion. Mais tout ça pour dire que certes, comme c'était dit, il y a le volet militaire et la coopération avec d'autres pays, mais il y a aussi le dialogue, le développement, parce que cette jeunesse haïtienne a été laissée pour compte. Et donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un parallèle entre ce qui se passe en Haïti et ce qui se passe sur le continent. merci. Très justement. Et juste, moi, j'allais rajouter en plus du fait de mettre
à la fois les aspects politiques, militaires et diplomatiques dans le même plat pour essayer d'accompagner en fait cette initiative-là, mais de ne pas aussi en fait de voir de plein de vue aussi ce volet social, notamment en fait en impliquant les chefs religieux et traditionnels que nous avons dans nos pays, dans nos différents pays, qui sont des interlocuteurs parfois qui solutionnent des problèmes dans des localités. Et ça, c'est un élément qui est fondamental, notamment parce qu'au Burkina, aujourd'hui, le statut de la chefferie est en train d'être organisé pour essayer de les reconnaître, les intégrer dans un système institutionnel et de faire en sorte que, en fait, ce soient des acteurs, des alliés auprès de nos gouvernements qui vont accompagner justement nos gouvernements dans la résolution de ce conflit. Donc le dialogue social pourrait venir de ce côté-là, et pas forcément un dialogue direct qui a été, d'ailleurs, je pense, balayé du revers de la main par notre président, le président burkinabé, mais de passer, procéder justement par les représentants au niveau local, les chefs je parlais tantôt des chefs traditionnels, qui sont des relais parfois très intéressants dans cette résolution du conflit. Parfait, des réponses vraiment très complètes et qui se complètent. Et bien maintenant, on va parler d'avenir de l'AES. Selon vous, l'AES a-t-elle vocation à durer dans le temps? Est-ce que vous pensez qu'elle va s'agrandir? Récemment, on a entendu que certains pays de la sous-région souhaitaient éventuellement rejoindre l'AES. Je pense au Togo. Au Tchad aussi. Le Tchad également, c'est ça. Et donc, est-ce que vous pensez, par exemple, que si un des régimes venait à tomber, est-ce que vous pensez que l'organisation pourrait survivre? Alors, oui, effectivement, ça c'est une vraie question. Et d'ailleurs, l'article auquel je faisais référence quand je disais est-ce que l'AES c'est une alliance de circonstances ou de convictions, j'avais terminé par cette question, effectivement. Je crois que la survie de l'AES tient à deux niveaux. Le premier, effectivement, c'est le maintien des dirigeants actuels, parce qu'effectivement, il n'est pas certain que si jamais on venait à avoir un changement de régime dans l'un des trois pays, que l'AES va continuer. Même si le traité de la Confédération indique clairement que même en cas de changement de président, effectivement, le pays pourrait continuer. Mais je crois que... Mais les traités peuvent être balayés par les pays. On voit donc, bien voilà, même aux c'est ce que je États-Unis. disais. Donc, effectivement, l'arrivée de Trump a changé pas mal de choses. Effectivement, il n'est pas certain que lorsqu'un régime de ces trois pays quitte, que ça va continuer. Le deuxième niveau, c'est au niveau des opinions publiques dans les trois États. Et à ce niveau-là, comme je disais tantôt, il y a des efforts qui sont en train d'être faits, c'est-à-dire à travers la couverture médiatique de l'actualité des différents pays, ce qui amène à partager les mêmes perspectives d'avenir qui feront que finalement les populations elles-mêmes peuvent s'approprier l'AIS. Au-delà des dirigeants, les populations elles-mêmes au niveau local peuvent s'approprier. Donc je pense que si les deux volets sont suivis, effectivement, on pourrait aller, mais en cas de faillite à ces deux niveaux, ça peut être compliqué, effectivement. Moi, j'allais rajouter un point à ce que tu disais concernant justement le volet social avec l'adhésion de la population à cette dynamique-là. Quand on prend l'histoire du Burkina dans les années 32, le Burkina a été administrativement supprimé de la carte, on va dire, et reconstitué dans les années 47. Elle était repartie entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger, donc en trois. Donc, en fait, quand on prend ça et quand on voit l'histoire du Burkina, on se rend compte que c'est un pays en fait qui partage beaucoup de valeurs, beaucoup de cultures, beaucoup de choses en commun avec ses pays voisins finalement. Et partant de cela, au niveau social, je pense que l'AES a cette force-là d'avoir cette similitude quand même sur les cultures, les différences, et qui pourront facilement permettre à ce qu'il y ait une forme d'adhésion, en tout cas à la minima une compréhension de la dynamique qui est lancée. Mais le problème qui va se poser, c'est notamment au niveau politique. Comment est-ce que politiquement, si ces chefs d'État ne sont plus au pouvoir, l'AES va continuer? Et là, on l'a vu, il fallait juste attendre un gouvernement de putsch pour une sortie de la CEDEAO de ces trois pays. Donc, il y a une question fondamentale qui reste posée. Et moi, je pense à ce jour, je n'ai pas la réponse à la question. Très bien, merci beaucoup. Stéphane? Je rejoins à peu près ce que mes deux camarades ont dit. Je pense qu'il y a une volonté de faire durer l'AES de la durée, avec ce dont on a parlé tout à l'heure, l'hymne,
les drapeaux, une diplomatie conjointe. Il y a une volonté, mais est-ce que la réalité le permettra? Ça, c'est L'avenir l'avenir qui nous dira. dira. D'accord. Et peut-être là, si on essaie quand même d'analyser froidement la question, c'est pas une question facile, on va essayer ensemble. Que faudrait-il selon vous pour en faire une alliance qui est réellement structurante? Quelle base, quel fondement, en plus de ceux qui sont déjà posés actuellement, on pourrait rajouter pour augmenter la probabilité de survie de l'AES, même si un des gouvernements venait à tomber ou à changer? Déjà la sécurité, je pense. La sécurité, très Je bien. pense qu'il y a fondamentalement un aspect économique à prendre en compte. En partant de l'exemple de l'Union européenne, qui, dans les années 50, s'est créée via la communauté des États du charbon et de l'acier, qui était une alliance fortement économique. Et en fait, partant de cela, on pourrait justement en fait créer un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Certes, les réalités ne sont pas les mêmes, mais en s'inspirant quand même de ce modèle-là, on peut, au-delà du militaire, au-delà du social, partir dans une forme, dans un aspect fondamentalement économique, créant une forme de brassage qui va permettre à ce que nos opérateurs économiques des différents pays puissent avoir une forme de partenariat, une forme de collaboration, et que de part et d'autre, nos populations aussi puissent bénéficier de ces retombées-là. Donc je crois que le volet économique n'est pas effectivement un élément à ignorer dans ce processus également. Je suis d'accord avec toi, totalement. En plus, j'ai fait mes études en droit européen. Donc forcément, ça me parle. Et je te rejoins. Mais je pense que l'aspect sécuritaire peut mettre à mal ce projet-là. Du jour au lendemain, bah, on l'a très bien vu. Le coup d'État, on se lève un matin, enfin personnellement, je vois sur les réseaux sociaux que... Ça se passe comme ça, ça parle- c'est drôle, mais ça se passe vraiment comme Voilà. ça. On se réveille, on entend que C'est qu'il y a exactement ça. des militaires à la radio, que Exactement. l'aéroport est Ouais. fermé, et puis les choses commencent C'est à ça. prendre forme, quoi. Donc je pense que l'intégration économique en question peut se faire, doit se faire, si l'AES Ouais. veut continuer sur le long terme, à condition que la sécurité soit bien. Absolument. Donc d'abord C'est- la sécurité, puis ensuite le volet économique. Pour Stéphane. C'est ce que je pense. Ok, mais pour Cheikh, c'est Je pense plutôt que le modèle de je l'Union pense que européenne. l'un ne va pas sans l'autre, hein. D'accord. Pour faire du business, il faut que le pays soit sécurisé et vice-versa. Donc, dans mon propos, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais fondamentalement, l'aspect sécuritaire, c'est un prérequis pour que tout cela soit en fait mis en brasse. Merci beaucoup. J'aimerais entendre Brahima sur la question. Oui, alors, je souscris à ce qui a été dit, notamment au niveau sécuritaire et économique également. Ce sont des préalables. Mais je crois également qu'il faudrait peut-être matérialiser le contenu du traité, c'est-à-dire les instances, les institutions qui sont prévues par la Confédération doivent être mises en place, notamment le Parlement. Un Parlement confédéral qui est prévu, ça, ce sont des institutions qui, si elles sont mises en place, pourront renforcer effectivement la légitimité et la crédibilité de cette organisation. Très bien. Merci beaucoup. Maintenant, selon vous, quel modèle de gouvernance imaginez-vous idéal, imaginez-vous pour le Mali, le Burkina et le Niger? Il y a- Une démocratie, alors, c'est- la perpétuation là, du régime qui est là en place actuellement, donner plus de temps aux militaires, c'est-à-dire, ou vraiment repenser un modèle de gouvernance je crois qu'on vit, adéquat, en fait. je crois qu'on vit des heures assez solennelles, assez inédites, hein, sur le continent africain et particulièrement dans l'Ouest africain. Et ce qu'on voit avec ces trois pays, c'est pas quelque chose qui a eu de préalable auparavant. Et dans ce sens-là, il est important qu'on puisse donner le temps, ou comme on le dit généralement en Afrique, le temps au temps de faire les choses, qui est fondamental. Donner le temps au temps, c'est-à-dire donner du temps aux militaires. Là. Parce que Avec c'est- du c'est eux qui contrôle, sont sans en aucun place doute, parce actuellement. qu'à un moment donné, en fait, la population pourrait éventuellement commencer à s'impatienter, à se poser des questions, de savoir comment est-ce que voilà, vous êtes arrivé avec l'ambition ferme de résoudre une situation. Hein. Aujourd'hui, la Est-ce qu'il y a un risque situation... d'enlisement militaire, pardon? Est-ce qu'il y a un risque d'enlisement? D'enlisement militaire, oui, c'est ça. Alors, Donc, le risque d'enlisement dans ce modèle. d'enlisement militaire, dans le sens où est-ce qu'il pourrait y avoir encore un coup d'État? La question peut être posée. D'enlisement militaire, dans le sens où est-ce que la situation sécuritaire va se détériorer? Alors, je pense qu'il y a quand même des efforts qui sont faits de part et d'autre.
Burkina, je sais que là, le président, il est très à cheval sur ce sujet. Il y a beaucoup d'armements qui sont achetés, beaucoup d'achats d'armements qui sont faits, d'acquisitions de matériel qui sont faites, à la fois aussi sur le volet économique, qui permettent justement de construire cet effort-là et d'accompagner cet effort-là. Mais le problème fondamental qui va se poser, qui reste posé pour les populations qui vivent cette situation, c'est jusqu'à quand ça va durer. Et jusqu'à quand pourrions-nous, en fait, nous, en tant que population, accepter que la situation actuelle. Merci beaucoup. Stéphane, sur la question. Alors, les questions. Par rapport au modèle démocratique, question difficile. Donc, on dit souvent que ce sont aux Africains de définir leur modèle de démocratie. Étant Martiniquais vivant en France, je me vois mal dire comment est-ce que les Africains doivent agir, leur façon de gérer. Mais si on prend les choses de façon factuelle, les dirigeants de l'AES, eux, sont dans une refondation de l'État, comme je l'ai dit avant. Pour refonder l'État, il faut du temps. Donc je pense qu'il faut laisser un certain temps. Donner du temps au temps, un petit peu comme l'a dit Chef. Ce qui a été dit, il faut donner du temps au temps. Après, une fois que ce sera fait, est-ce qu'il faudra changer de dirigeant alors qu'ils auront fait du bon travail? Ça, je n'ai pas la réponse à la question. Mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que je pense qu'il faut laisser du temps. Leur laisser plus de temps, le temps de voir pour refonder ce l'État. que ça donne. Très bien. Oui, alors je pense qu'il y a, s'il y a un aspect qui est commun à tous les trois États aujourd'hui, c'est la question de la refondation, c'est-à-dire le fait de partir sur des nouvelles bases et d'instaurer une nouvelle façon de gouverner. Et dans ces trois pays aujourd'hui, il y a quand même eu beaucoup de forats pour discuter de ce sujet, des modèles de gouvernance, tout ça. Pas plus tard qu'un mois au Mali, il y a eu ce qu'on appelle des consultations citoyennes sur la refondation politique, qui a conduit à certaines recommandations, notamment le fait de réduire le nombre de partis politiques. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans ces États qui sont peuplés à peu près une vingtaine de millions d'habitants, c'est plus de 300 partis politiques, 200 partis politiques, tout ça. Donc, réduire le nombre de partis politiques et aussi certaines conditions pour pouvoir accéder à la fonction suprême. Et aussi, par exemple, je pense notamment pour le cas du Mali, le fait d'interdire aux chefs coutumiers, chefs des villages, de faire de la politique, tout ça. Donc voilà, il y a un certain nombre de recommandations qui ont été faites. Si elles sont réellement appliquées, parce que c'est aussi ça le problème dans nos États, c'est que le problème, ce ne sont pas forcément les textes. Souvent, on a des très bons textes, c'est l'application qui pose problème. Donc à ce niveau-là, oui. Je crois qu'il y a quand même aujourd'hui, effectivement, pour aller dans le même sens, c'est que quand on dit de donner du temps au temps, c'est-à-dire les populations ont cette impression qu'il y a une opportunité à saisir et que pour une fois, on peut aller sur des nouvelles bases. Mais effectivement, à ce niveau-là, il y a aussi un risque d'enlisement, ce qui est dans votre question aussi. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans le statu quo pendant plusieurs années au Niger, et qu'il ne se passe pas... au Niger, donc, le mandat de Tchani a été, je pense, prolongé à 5 ans. Oui, 5 ans, renouvelable. C'est un mandat, un vrai mandat. C'est quasiment un mandat. Et d'ailleurs, il n'est même plus président des transitions, c'est le président de la République. Donc, voilà, il y a eu ce changement. Mais est-ce que ce n'est pas problématique, ça, puisque quand même... Personne n'a décidé que ces personnes-là seraient là. Comme l'a dit Stéphane, on s'est réveillé un beau matin et on a vu qu'elles étaient là de facto. Donc, est-ce que... Oui, alors ça peut être un problème d'un point de vue démocratique, hein, c'est-à-dire, c'est effectivement, personne n'a voté, mais si on se tient aussi par rapport au retour, c'est une question qui a été revenue plusieurs fois, on n'a pas l'impression qu'aussi qu'il y a une certaine grogne sociale par rapport à cela, mais il y a eu des manifestations au Mali récemment. Oui, au Mali, oui, on parle du Niger là. Là, on a pris l'exemple du Niger. Oui, mais sinon, la question est commune. Au Niger, peut-être que ça ne sort pas pour une question de communication, mais il y a aussi quand même des petits mouvements, même s'ils n'ont pas le même écho que ceux au Mali. Alors, j'arrive. En fait, je crois que il y a ce qu'on appelle la langue du coton, c'est-à-dire ce pourquoi on organise ces forats, donc ces consultations. On appelle les populations pour discuter de la bonne gouvernance, de la refondation, tout ça. En fait, ce sont des expressions ou des mots contre lesquels on ne peut pas s'opposer. Personne ne va s'opposer à ce qu'on ait une bonne gouvernance. Personne ne va... Absolument. Donc, effectivement, on a l'impression que par rapport aux termes de référence, c'est pourquoi on organise ces consultations et les conclusions qui sont issues derrière, effectivement, il y a un biais. C'est-à-dire, souvent, ça décline, en fait. De ce point de vue, démocratiquement, ça peut se poser un problème. Voilà. Mais
globalement, comme je disais, en tout cas du point de vue du Niger, il n'y a pas eu ça, mais effectivement au Mali c'était le cas parce que comme je disais, on n'a pas c'est aussi une tradition, longue tradition qu'on a connue au Mali. Il y a une classe politique qui est bien structurée et tout ça. Donc voilà, soit que ça peut poser problème, mais si les choses se passent bien, c'est-à-dire si les réelles aspirations de population sont prises en compte, je pense que ça peut passer. Si je peux Oui, rajouter Stéphane, deux bien sûr. minutes, je pense qu'on peut se poser la question de la priorité. Dans le sens où euh, ça rejoint l'exemple que j'ai commencé à expliquer tout à l'heure par rapport à l'Ukraine. On sait que l'Ukraine est envahie, il n'a pas le contrôle sur son territoire entièrement, comme le pays de l'AES. La priorité, c'est la sécurité, c'est retrouver le contrôle de son territoire. Et c'est pour ça que Zelensky est encore au pouvoir, en tout cas qu'il n'y a pas eu d'élection. Et ça, la communauté internationale n'en parle pas. Donc ça ne dérange pas la communauté internationale. Et pour revenir à l'AES, qui sont un peu dans ce même cas de figure où ils doivent retrouver le contrôle de leur territoire, la priorité, c'est peut-être plus la sécurité que la démocratie. Donc, si je comprends bien, tant qu'on n'aura pas stabilisé la situation du pays, les élections ou toute alternative de gouvernance reste une seconde question qu'on se pose ensuite. D'abord la sécurité. Moi, je pense que la question, elle dépend du regard. Dans le sens où, quand on est fondamentalement, occidentaux ou anti-occidental, on n'aura pas la même perception de la question, de savoir est-ce que il est démocratique de ne pas élire, de ne pas passer par la voie des urnes et d'avoir un président de transition ou un président qui est là pour 5 ans et renouvelable 5 ans. Donc, ça va dépendre effectivement du regard que chacun pourra avoir. Mais la question fondamentale, et encore une fois, moi je reviens sur ça, va se définir sur la question sécuritaire, sur comment est-ce qu'elle va être résolue et comment est-ce que, en fait, c'est là la situation qui prévaut aujourd'hui va évoluer pendant les 5 ans. Nous, on a connu 27 ans de pouvoir d'un militaire qui a été reconnu pour ses qualités, ses défauts. On parle de Blaise On Compaoré. parle de Blaise Compaoré qui a été retenu pour ses qualités, ses défauts, qui a fait des choses, mais qui est parti quand même du pouvoir après 27 ans. On a connu le président Roch-Marc Christian Kaboré, qui est parti, qui est arrivé, qui était complètement accepté de tout le monde, en grande majorité, en généralité, en tout cas, dans la conception populaire. Ce qui se disait d'ailleurs ce qui se disait de Roch Christian Kaboré, ben, c'était un président qui avait l'amour du pays. Ça, c'était au Burkina Faso, c'est reconnu, ça, de Roch-Marc Christian Kaboré. Mais là où on le reprochait, c'est notamment sur les caractères de leadership, de pouvoir porter le pays comme il se devait, notamment durant le contexte de la crise. Et donc, pour finir, aujourd'hui, on assiste à quelque chose d'assez nouveau. Et encore une fois, ils sont là au pouvoir, certes pour un bon moment, mais la question, et celle-là qui va définir leur maintien au pouvoir, c'est la question de la résolution de la crise, qui est le pourquoi ils sont là au pouvoir, qu'il ne faut pas perdre de vue. Merci beaucoup et ce sera le mot de la fin de cet échange très 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 constructif. Avant de conclure, j'aimerais revenir sur les livres qui ont été écrits, il me semble, par Stéphane. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots là-dessus, sur ces livres? Oui, alors j'ai écrit 2 recueils de poésie engagée sur le panafricanisme. Pourquoi? Je suis parti du constat que l'histoire et l'actualité des populations africaines afrodescendantes étaient ignorées de mon entourage. Parce que moi, je suis né en France, je le rappelle. Je me suis demandé pourquoi. D'abord parce que ce n'était pas enseigné à l'école. Deuxième chose, parce que ces vérités, ces enseignements se trouvent dans des livres qui font parfois 200, 300 pages. Je me suis dit que j'allais apporter une solution à ce problème. Donc j'allais raconter ces histoires avec de la poésie, des poèmes courts et à portée de tout le monde. Parce que j'écris depuis que je suis tout petit. Et donc, j'ai commencé par l'histoire tout d'abord. Conférence de Berlin, les luttes contre l'abolition de l'esclavage. Donc, première partie historique. Et ensuite, en grandissant, je me suis intéressé à la politique. Et donc, c'est là où j'ai commencé à aborder des thématiques comme les coups d'État en Afrique de l'Ouest, notamment dans ce recueil. Notre position en tant que diaspora et le rapport qu'on a avec le pays d'origine.
Et donc la particularité de ces recueils, c'est que non seulement on apprend des choses, mais aussi on débat. Parce qu'à la fin de certains poèmes, il y a des questions, 2, 3 questions, pour débattre. Donc c'est aussi des recueils, surtout celui-là. C'est un recueil qui peut se lire à plusieurs. À plusieurs, très Donc, bien. voilà. Et l'objectif à long terme, c'est que mes poèmes soient enseignés dans les écoles. Et on vous le souhaite. Et Pardon, oui. Ça, c'est le premier, Siafro, la connaissance panafricaine. Et celui-là, c'est le deuxième, Histoire et débat sur le monde afro. très bien, merci beaucoup. Et quelqu'un qui souhaite se procurer ces recueils, où peut-il les retrouver? Alors, soit c'est dans les événements où je vais pour prendre la parole, pour réciter mes poèmes, ou sinon c'est sur Amazon pour l'instant. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, donc, Brahima, vous avez également parlé d'articles, il me semble, que vous rédigez. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots rapidement? Non, en fait, c'est juste des articles pour la presse, hein. J'écris pour la presse au Mali, dans Mali Tribune, Mali Horizon et le journal La Sirène. Il arrive souvent que j'écris des articles sur l'actualité politique au Mali et dans le Sahel en général. Oui. Merci beaucoup. Merci. Et vous, Cheikh, pouvez-vous nous dire 2 mots sur l'application que vous avez développée? Oui, effectivement, dans mes heures perdues, je m'intéresse aussi au volet entrepreneurial. Et dans ce sens-là, avec des amis, je ne suis pas seul, on est 6 dans l'équipe, à savoir Sénégal, Gabon, Burkina, je précise ça parce que c'est très important à la genèse de ce projet-là qui se base sur un volet social et solidaire, collaboratif du coup. Donc c'est une application qui s'appelle Colis, qui va permettre à ce que au sein de la diaspora, on puisse envoyer des colis le plus simplement possible. Et donc mettre en relation une personne qui voyage, qui a des places de kilogrammes disponibles dans sa valise, et une personne qui va envoyer un téléphone, un short ou quelque chose d'autre, en tout cas quelqu'un qui est resté au Burkina ou en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou ailleurs. Voilà, c'est une application qui sera bientôt disponible dans toutes les plateformes, sur toutes les plateformes de téléchargement, et j'espère que la diaspora va s'en saisir. C'est très très bien. On arrive à la fin de ces débats. Merci à tous pour vos contributions et analyses durant ces débats sur l'AES et la situation au Sahel. Nous avons exploré les enjeux politiques, sécuritaires et sociaux des pays du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ainsi que les perspectives d'avenir de l'Alliance. Les discussions ont été riches et ont permis d'éclairer les défis complexes auxquels la région fait face. Reste à savoir comment ces pays évolueront dans les mois et années à venir. Merci encore à tous et à très bientôt pour de nouveaux échanges.